Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, on est parti. Non, ça veut vraiment pas le passer. D'accord. Alors, donc, du coup, ce soir, on va être deux à vous faire cette présentation. Donc, Anna Mila, qui est maître de conférence en médecine d'élevage des carnivores et chercheuse dans l'équipe NeoCare, va vous présenter un peu les nouveautés ou, ou les 10 ans qui ont eu lieu en recherche au sein de l'équipe NeoCare. Et je vais juste me permettre de faire une introduction sur l'origine de NeoCare, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment. Et donc, ben, je vais me présenter aussi. Je suis Aurélien Grelet, vétérinaire de formation, et je suis maintenant ingénieur de recherche dans l'équipe NeoCare et en charge de coordonner l'unité, puisque je suis le directeur de l'unité NeoCare. Alors, première partie, déjà de qui nous sommes, et on va vous faire un bref rappel de notre activité. Alors, NeoCare est né en 2015 sous l'initiative de trois personnes, donc Anna Mila, Sylvie Chastan et moi-même. On est d'abord né dans une unité mixte de recherche qui s'appelle IHAP, et notre activité étant assez spécifique, on a développé l'activité de néonatologie, pédiatrie et élevage. Et en 2019, on est devenu ce qu'on appelle une unité propre de recherche au sein de l'école vétérinaire, c'est-à-dire la tutelle est aujourd'hui l'école nationale vétérinaire de Toulouse. Et on a été accrédité par le HCERS, c'est-à-dire le Haut Conseil de l'enseignement et de la recherche, qui nous autorise à encadrer des doctorants et à faire de la recherche de manière officielle. On a eu notre nouvelle évaluation très récemment, il y a 2 jours, voilà. Donc c'est très récent et donc nous continuons actuellement notre activité. Alors, nous sommes une petite équipe. Aujourd'hui, l'équipe compte 13 personnes, mais tous les résultats qu'on va vous présenter sont en fait le fruit de plein de monde qui a contribué au cours de ces 10 dernières années. Ces personnes sont très variées dans leur profil, hein, puisque NeoCare est composé de vétérinaires, cliniciens, de vétérinaires chercheurs, de services support, de plein de mondes différents. Et donc, c'est toutes ces personnes-là qui ont contribué aux résultats qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, NeoCare est né d'un constat, en fait, d'un chiffre ou d'une situation. C'était le taux de mortalité en élevage canin et félin. Aujourd'hui, le taux de mortalité est de 13 à 16 en fonction des études, en fonction des espèces, en fonction de plusieurs facteurs. Mais globalement, on est parti d'un constat, c'est que la mortalité néonatale et pédiatrique précoce était élevée, avec des conséquences, bien sûr, pour la santé des chiots et des chatons, des conséquences pour vous aussi économiques, même si on le sait, la plupart des éleveurs ne le font pas pour des raisons économiques, mais quand même. Et puis, et bien sûr, aussi un stress pour les éleveurs de perdre des animaux. Donc l'objectif de NeoCare, en gros, est né de l'ambition d'améliorer la santé à court, moyen et long terme des chiots et des chatons. Pour ce faire, on a trois axes au sein de l'unité. On a un premier axe de formation initiale des étudiants vétérinaires, bien sûr, mais pas que. On intervient aussi avec les lycées agricoles ou maisons familiales et rurales dans la formation. Et on intervient dans la formation continue, euh, pas mal avec les vétérinaires, et on espère augmenter aussi cette formation continue avec les éleveurs. Parallèlement aussi, pour améliorer la santé, on a développé des services en élevage. Donc, on a des services d'autopsie néonatale et pédiatrique. Le but étant de déterminer les causes de mortalité pour évidemment aider les autres animaux de la portée ou l'élevage dans sa globalité. On réalise également des visites sanitaires. Donc, c'est des visites annuelles, comme vous le savez, que l'on fait avec des étudiants hein, pour aussi les former à ces visites-là. Et puis, on peut être amené à faire des audits. Donc là, l'audit, c'est en cas de problèmes spécifiques, comme par exemple des audits en cas de mortalité néonatale, de diarrhée de sevrage ou autre. Et puis, on est amené à faire de la téléexpertise, c'est-à-dire qu'on travaille avec des confrères pour résoudre des cas ensemble dans des pratiques en lien avec la repro, l'élevage et la néonatologie. Et le troisième axe, c'est la partie recherche. Et donc, on fait là
une recherche à deux niveaux, une recherche à l'échelle populationnelle et une recherche plus individuelle. Donc ça, on va en reparler un petit peu après. Et tu as oublié de dire qu'on fait aussi des consultations de reproduction. Et bien sûr, on a le service de reproduction en consultation régulièrement. Donc, notre stratégie générale de recherche, notre équipe, en fait, a quatre axes de recherche. Le premier axe, c'est de travailler sur la physiologie et la physiopathologie des chiots et des chatons entre 0 et 2 mois. Pour ça, on travaille sur le poids de naissance, la croissance, le transfert d'immunité passive, le microbiote intestinal, donc la mise en place et autres qu'on va vous présenter. On a un deuxième axe qui sont liés aux facteurs maternels, comment les facteurs maternels jouent sur la santé des chiots et des chatons de 0 à 2 mois. Et pour ça, on va travailler sur tout ce qui est mise bas, colostrum, programmation nutritionnelle. Le troisième axe, on va travailler sur les facteurs environnementaux et pratiques d'élevage sur cette santé des chiots et des chatons. Donc, surveillance de la santé, la gestion des petits pois, l'allaitement artificiel, l'hygiène ou la gestion des déchets et des pathogènes, notamment tout ce qui est parasites digestifs ou virus digestifs ou autres. Et le dernier axe, qui est un axe plus récent, qui est l'axe 4, où là on va travailler sur la trajectoire de santé, c'est-à-dire comment les premiers jours de vie vont impacter la santé à court, moyen ou long terme. Et ça, on va y revenir. Donc ce soir, on va rester sur les axes 1, 2 et 4. Alors pour faire cette recherche, on travaille à deux échelles. Une première échelle qui est une échelle populationnelle, où on va être amené à faire des études à large échelle. Et on va vous présenter comment on a réussi à essayer de structurer cette activité, notamment, et vous êtes là ce soir, par des échanges qu'on va présenter et par tout un réseau qui va permettre de répondre à des enquêtes, collecter des données ou autres. On a une deuxième approche qui est là une approche plus individuelle où on peut travailler avec des structures ou des élevages partenaires qui vont nous accueillir, où on va essayer de répondre à une question biologique et on va passer pas mal de temps dans l'élevage sur site pour comprendre certains phénomènes, les mesurer, les évaluer. Donc ça, c'est un premier axe avec des éleveurs partenaires. Et puis la deuxième façon de faire, c'est de travailler aussi dans une nouvelle structure qu'on a conçue, qui s'appelle la Toulouse Gold Court. Et ça, Anna vous en présentera le fonctionnement tout à l'heure. Donc en fait, NeoCare, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une recherche pardon, qui est faite avec et pour les éleveurs. C'est-à-dire qu'on fait de la recherche clinique. Donc on constate ce qui existe sur le terrain, les problèmes qui existent, les maladies spontanées ou tout ce qui pourrait travailler sur la prévention de la santé. Et on va travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'inoculation, de choses comme ça. C'est des maladies spontanées ou des problématiques en élevage. C'est une recherche participative, et ça, on va vous l'expliquer. C'est-à-dire que sans les éleveurs ou les vétérinaires ou la filière canine et féline, ben, on n'existe pas, parce que c'est un partage d'informations. Et donc, tous les résultats aussi qu'on va vous présenter là, c'est le fruit de cette recherche participative. Et enfin, c'est une recherche translationnelle, c'est-à-dire que globalement, l'objectif, c'est d'avoir des questions de recherche, de faire une recherche la plus rigoureuse possible et de chercher à avoir des solutions concrètes sur le terrain. C'est-à-dire comment on va aider le terrain, comment on va aider la filière grâce à notre recherche. Donc, si on résume, sans vous, il n'y aurait pas ces 10 ans de résultats. Et donc, voilà, on tient déjà à vous remercier pour le travail et l'aide et l'accueil de tous ceux qui nous ont accueillis, qui nous transmettent des informations qui sont nécessaires pour nous travailler. Le premier exemple qu'on voulait aussi mettre en évidence dans cette collaboration, c'était la création de bases de données. En effet, aujourd'hui, on n'a pas d'institut technique en élevage canin et félin, contrairement à toutes les autres espèces, la vache, le cochon, les abeilles. Il y a un institut technique qui, normalement, aide à structurer, faire de la recherche, transmettre de l'information. Et aujourd'hui, ces instituts techniques n'existent pas ni chez le chien, ni chez le chat. Donc, dans le cadre de la thèse d'Amélie Munier, qu'Anna vous présentera les résultats, eh ben, on a dû construire en fait ces bases de données. Et pour ce faire, on a travaillé avec les éleveurs canins et félins pour construire une base à partir des données qui étaient non structurées sur le terrain,
voilà, parfois en format papier, parfois en format Excel, et qui ont été partagés avec nous. Et donc ça nous a permis de construire une base de données de 500 élevages de chiens, 290 élevages de chats, ce qui représente près de 15 000 animaux et 700 000 données de poids. Grâce à ça, on a pu reconstituer une base qui était proche de ce qui existait dans ce qu'on avait déjà décrit, parce que cette base, par exemple, contenait à peu près un taux de mortalité de 18%, ce qui était à peu près ce qui était décrit dans la littérature. Et à partir de ça, on a pu travailler, et Anna va vous présenter les résultats notamment de cette agrégation de données collectées sur le terrain. Après, je vous l'ai dit, c'est une recherche translationnelle et donc le but, c'est d'échanger avec vous et de restituer, donc c'est l'objet de cette soirée notamment, mais aussi on échange avec vous dans le cadre de visites d'élevage, je vous l'ai dit, visites sanitaires, audits, dans lequel on amène les étudiants avec nous, un petit groupe, pour qu'ils soient formés dans la visite d'élevage, qu'ils comprennent ce que c'est, qu'ils échangent avec vous, qu'ils puissent savoir comment vous fonctionnez, vos problématiques et qu'ils comprennent l'élevage. Le deuxième axe, c'est grâce aux consultations, Anna l'a dit tout à l'heure, on réalise des consultations de suivi de gestation, de mise à la reproduction, d'infertilité ou de pathologie de la reproduction. Et là, c'est une occasion aussi pour nous, mais aussi les étudiants, d'échanger avec vous, de voir les problématiques du terrain. Ensuite, on essaie, quand c'est possible, au maximum, de répondre à toutes les questions qui nous sont adressées par les confrères, mais aussi par les éleveurs, pour aider à progresser. Et nous-mêmes, ça nous fait réfléchir sur certaines problématiques. On fait des soirées, comme ce soir, pour essayer de restituer au maximum ce que vous nous avez permis de faire. Et enfin, on participe à des expositions pour échanger avec vous, parfois pour faire certaines enquêtes, pour voilà, améliorer nos connaissances et les échanges avec vous. Parallèlement, on fait aussi des enquêtes. Pour ceux qui sont abonnés au réseau NeoCare, vous le savez, régulièrement, on fait des enquêtes sur vos pratiques pour mieux les comprendre. Euh, et on les restitue sous forme de posters, comme ici, là, sur une enquête sur la gestion des matières organiques, où vous avez été presque 500 à répondre à cette enquête, qu'on restitue après sous format de posters relativement simplifié, mais on essaye le plus complet possible, mais qui nous permettent aussi de faire des études scientifiques publiées au niveau international, qui sont bien sûr totalement anonymes, mais qui permettent de voir des grandes tendances sur les pratiques en élevage. Vous le savez peut-être, et j'espère, je souhaite, si vous pouvez y participer, qu'il y a une nouvelle enquête en cours qui est sur la gestion des antiparasitaires, qui est ouverte jusqu'à la fin d'année maximum. Et donc, on vous serait reconnaissant, si vous n'avez pas encore participé, de participer à cette enquête, soit en flashant le code barre ici, soit en nous écrivant à repro@envt.fr, et là, bien sûr, on vous donnera le lien pour y participer. Comme d'habitude, on transmettra les résultats sous forme de poster et c'est Jonathan qui vous remercie, qui commence sa thèse de doctorat, qui va interpréter ces résultats et, j'en suis sûr, faire une belle publication internationale sur les pratiques de vermifugation et les problèmes parasitaires en élevage. Et ensuite, le dernier point qu'on voulait partager avec vous sur cette introduction, c'était de dire, mais on essaye de restituer un maximum ce que vous nous donnez. Et donc, vous pouvez avoir accès à notre réseau NeoCare grâce à notre site internet. Anna vous donnera un exemple tout à l'heure. On essaye de vous informer aussi via Facebook, via LinkedIn aussi. Et les vidéos qu'on fait sont en libre accès sur YouTube. Et donc, vous pouvez les consulter à tout moment. Celle-ci sera également disponible sur YouTube par la suite. Et on a créé un réseau d'éleveurs aussi. Dans ce réseau, vous pouvez vous inscrire et on vous informe des actualités, des invitations pour des soirées en présentiel ou en virtuel. Et on essaye de vous transmettre aussi un maximum d'informations par ce réseau. Donc là aussi, si vous voulez, si vous voulez participer, que vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire. On remettra le lien en fin de présentation. Voilà, donc NeoCare, voilà son contexte, partagé avec vous. Et maintenant, on va partager les résultats. Et c'est donc Anna Mila qui est présente ici, qui va vous présenter les résultats. Si vous avez des questions au cours de présentation, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. J'essaierai de les répertorier pour après les questionner. Et merci pour votre attention
Et maintenant, je laisse la parole à Anna, donc enseignant-chercheur sur l'école et maître de conférence en élevage des carnivores. Bonsoir à tous. C'est à moi de vous montrer la partie science de cette soirée. Donc, on va parler de ces 10 dernières années et les résultats qu'on a pu avoir observés et publiés ces dernières années. On va parler des 4 thématiques, la prise colostrale, le petit poids de naissance, la croissance et colonisation de l'intestin. Et je vais démarrer par la prise colostrale. Qu'est-ce qu'on a appris sur la prise colostrale chez les chiots et les chatons? Donc déjà, on peut se poser la question, mais pourquoi on s'intéresse à ce fameux colostrum? Quel est son rôle pour le nouveau-né? Le colostrum, déjà, c'est une sécrétion très particulière de la chienne de la chatte lors des premières heures après la mise bas. Il va être d'abord absorbé dans le tube digestif, l'estomac et le tube digestif des chiots et chatons nouveau-nés. Et là, tout de suite, il va jouer un rôle d'apport d'énergie et des nutriments. Mais il y a certaines molécules de ce colostrum qui vont être ensuite absorbées via l'intestin, encore immature à cet âge-là, pour se retrouver dans le sang et circuler de manière systématique. Et donc, il s'agit notamment des anticorps maternels qui vont constituer une protection immunologique contre les différentes maladies infectieuses lors des premières semaines après la naissance. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des hormones qui vont contribuer à la maturation des organes, ou encore, comme démontré plus récemment, les bactéries qui vont se retrouver dans le colostrum et qui vont débuter la colonisation de tubes digestifs, très importante aussi pour la santé, on parlera tout à l'heure. Vous voyez bien où je veux venir. En fait, ce colostrum, c'est vraiment une potion magique. Et sans ce colostrum, le démarrage dans la vie va être un petit peu dur. Et notamment, on a démontré qu'effectivement, il y a le lien entre cette prise colostrale et le risque de mortalité néonatale chez les chiots. Et tout ça au travers de 2 paramètres cruciaux qui sont les IgG, c'est-à-dire les immunoglobulines qui sont absorbées avec le colostrum, et via l'énergie. Donc on a démontré que les chiots qui ont absorbé très peu de ces immunoglobulines au cours des premières heures après la naissance, ils vont avoir un risque de mortalité multiplié par 9 par rapport à ceux qui ont bien bu du colostrum. Et de même pour l'énergie. Donc les chiots qui n'ont pas bu assez, qui vont avoir la glycémie faible, c'est-à-dire inférieure à 90 mg par décilitre, eux, ils vont avoir le risque de mortalité néonatale multiplié par 4 par rapport à ceux qui ont bien bu du colostrum, ils ont une bonne glycémie. Donc, comment veiller pour que cette prise colostrale soit optimale? Finalement, il y a 3 facteurs clés, et notamment de transfert d'immunité passive qu'on va prendre en compte pour déterminer si la prise colostrale, le transfert d'immunité est correct. On va parler de qualité du colostrum, le temps d'ingestion et puis de la quantité de colostrum ingéré. Donc, au tout début, on s'intéressait à la qualité immunologique du lait et son évolution dans le temps, et cela au travers de 2 thèses vétérinaires qui ont été soutenues dans notre équipe d'Amélie et de Stéphanie. Au travers de ces travaux, on a montré que la concentration d'IgG, qui détermine en fait la qualité immunologique du lait de la chienne, diminue très très rapidement après la mise bas, puisque au cours des premières 24 heures, cette concentration chute de 50%. Et c'est à base de ce résultat qu'on a nommé le colostrum les sécrétions au cours des premières 24 heures après la mise bas. Quelque part entre J2 et J4, on va parler plutôt du lait de transition. Et puis, à partir de J4, le taux d'IgG est très très faible, et donc on va parler plutôt de lait mature. Et puis, par la suite, on s'intéressait aussi à savoir est-ce qu'il existe des variations importantes de ce colostrum, ou si cette qualité immunologique est plutôt stable. Stéphanie a démontré dans sa thèse que finalement, effectivement, il y a une très grande variation de concentration en IgG entre les chiennes, c'est-à-dire on a des chiennes qui ont des colostrums de très bonne qualité immunologique et d'autres de qualité plutôt médiocre. Et elle s'intéressait aussi à savoir est-ce que peut-être il y a des mamelles qui produisent systématiquement plus d'IgG ou pas. Et finalement, on a constaté de nouveau une variation très importante d'IgG selon les mamelles,
Malheureusement, ce n'était pas toujours les mêmes. Donc, c'est très variable, non seulement d'une chaîne à l'autre, mais aussi d'une mamelle à l'autre. Et pour finir, on n'a pas trouvé malheureusement des outils qui sont utilisables sur le terrain pour évaluer la qualité immunologique du colostrum. Donc finalement, oubliez ce côté qualité immunologique puisque vous ne pouvez pas le contrôler. Et pour ça, il faut mieux peut-être se concentrer sur d'autres facteurs qui déterminent la prise colostrale, qui sont le temps d'ingestion et la quantité du colostrum ingéré. Donc pour ça, je vais vous présenter le premier résultat qui était mené dans le cadre des recherches de ma collègue Sylvie Chastain, il y a quelque temps maintenant, qui a démontré que finalement, la fenêtre optimale pour ingestion du colostrum, c'est les 8 premières heures après la naissance. Pourquoi? Parce que justement, l'intestin des nouveau-nés est encore très immature et du coup, c'est ça qui permet que les immunoglobulines peuvent être ingérées pendant ces premières heures après la naissance. Au-delà de 8 heures, en fait, la fermeture des barrières intestinales se met en place et du coup, il y a plus ce transfert intéressant. Et du coup, de point de vue pratique, ça veut dire aussi que même si vous avez des cas pathologiques, césariennes ou cas de dystocie, peut-être n'isolez pas forcément les chiots à ce moment-là, mais au contraire, permettez-les de prendre ce colostrum dès que possible, même s'ils sont encore à la clinique. Mettez les chiots avec la mère tout de suite. Et puis, comment contrôler la prise colostrale pour être sûr qu'ils ont ingéré la quantité correcte de colostrum? Donc, on s'est intéressé aux deux techniques de ce contrôle, une technique plus précoce via la technique PZTT-PZ ou encore plus tardif avec la croissance au cours de 2 premiers jours après la naissance. Donc la première technique, c'est quelque chose d'assez récent comme résultat qui ont été obtenus dans le cadre de la thèse de Estelle Legendre. Donc Estelle a regardé combien chiots doivent prendre du poids lors d'une seule session de TT au cours des premières 24 heures de vie pour considérer que c'est une prise correcte. Et elle a démontré que finalement, les chiots qui prennent 0,5% de poids, voire plus, lors d'une session de TT, c'est les chiots qui vont se bien débrouiller dans la vie puisqu'ils vont prendre correctement du colostrum. Et il n'y a rien à faire spécialement. Par contre, ceux qui ont pris moins, il va falloir continuer à stimuler pour qu'ils commencent à prendre plus de quantité du colostrum. Et la deuxième méthode, un peu plus tardive, du coup, elle nous permet d'estimer est-ce que dans l'ensemble, les chiots ont pris assez du colostrum ou est-ce qu'ils sont peut-être en déficit de la prise colostrale. Et donc, les chiots qui ont une croissance positive entre 0 et 2 jours, ce sont ceux qui, en gros, ont pris assez du colostrum. En revanche, ceux qui ont perdu du poids au cours de cette période, eux, ils sont à risque fort de déficit d'immunoglobine, déficit de la prise colostrale tout court. Et donc, évidemment, ça peut arriver une situation pathologique où on n'a pas de colostrum maternel. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on s'est posé cette question, quelles sont les stratégies pour remplacer le colostrum chez la chienne? Et il y en a plusieurs. L'idéal, ce serait d'avoir une mère adoptive, comme vous voyez sur la photo, la chienne qui a des chiots de races très différentes qu'elle-même. C'est une solution optimale. En revanche, peu faisable dans l'élevage canin, puisque c'est rare que vous avez à avoir une autre mère pile poil au même stade de lactation que les chiots nouveau-nés. Donc, autres solutions sont nécessaires, et notamment la banque de colostrum, ça peut être une des solutions. Donc, vous pouvez imaginer de congeler le colostrum d'une des mères au moment de la phase colostrale, les garder au congélateur et puis ressortir, si besoin, décongeler et donner au nouveau-né. Une autre stratégie consiste à utiliser du sérum canin. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi évalué lors de nos recherches. N'oubliez pas que sérum n'apporte pas d'énergie, donc il va falloir quand même biberonner en parallèle. Et finalement, on a eu la possibilité de collaborer avec la Société Royale Canin dans le cadre de développement de colostrum commercial qui existe sur le marché actuellement et qui s'appelle PapiProtect. Et ce colostrum commercial, qu'est-ce qu'il a de spécial? Tout simplement,
on a mis dans ce colostrum des anticorps spécifiques contre le parvovirus canin et contre E. coli, et puis un sucre spécifique aussi qui est très bénéfique pour les chiots, notamment qui sont en hypoglycémie. Donc, on va passer maintenant à la deuxième partie des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, cette fois-ci sur le poids de naissance. Vous avez, j'espère, probablement déjà entendu parler de petit poids de naissance. Donc, petit poids de naissance, c'est une pathologie qui consiste à avoir des nouveau-nés beaucoup plus petits que les autres de la portée, voire que d'autres portées, qui ont souffert de retard de croissance lors de la vie fœtale. Et ces chiots-là, comme démontré dans la thèse d'Amélie Munier, ils sont plus à risque de mortalité au cours de 2 premiers mois de vie. Effectivement, Amélie a montré que la mortalité chez ces chiots-là ou chatons, elle est 4 fois plus importante que chez les poids normaux. Donc ici, vous voyez à gauche une photo d'un chiot avec le poids normal de naissance et à droite avec le poids faible de naissance. Et on voit que la mortalité pour le premier, elle est de 6% versus 25% pour l'autre chiot. C'est la même chose pour les chatons. Donc, on voit à gauche le chaton avec le poids de naissance normal. Et dans cette population, on a remarqué 4,5% de mortalité versus 20% chez les chatons à droite avec très faible poids de naissance. Et puis, du coup, on s'est intéressé par la suite de nos travaux, mais qu'est-ce qui fait que ces petits poids de naissance sont si fragiles? Et pour ça, on a mené plusieurs études sur plusieurs éléments, on va dire, de la santé pour caractériser au mieux leur santé. Et ce qu'on a trouvé, c'est dans un premier temps, c'est que ces petits chiots, ces chiots avec faible poids de naissance, déjà, ils vont être moins vigoureux à la naissance. Donc, en gros, ils vont avoir le score Apgar systématiquement plus faible que les chiots avec le poids normal. Ensuite, on s'intéressait aussi, dans le cadre de la thèse de Camille Ivio, à la fréquence de tétée chez les chiots de faible poids de naissance versus ceux qui ont un poids normal. Et on s'est rendu compte que ces chiots plus petits, avec le poids normal, avec le petit poids de naissance, pardon, ils vont téter en moyenne 7,5 fois lors de 12 premières heures après la naissance versus 11 pour les poids normaux. Donc, en gros, on voit que déjà, ils sont plus faibles et ils têtent moins fréquemment, ce qui évidemment peut les mettre à risque de problèmes de prise colostrale et par derrière peut être responsable à risque plus élevé de l'hypoglycémie et l'hypothermie. Et c'est quelque chose qu'on a aussi confirmé au travers de nos travaux de recherche. Et finalement, ces faibles poids de naissance, comme démontré plus récemment, ils vont avoir aussi un autre problème d'installation de microbiote intestinal, puisque ce microbiote, comme montrent nos résultats, sera beaucoup plus instable, et notamment au moment clé de développement, comme par exemple à la naissance, lors de la prise colostrale, ou encore au moment où vous allez vouloir changer la nourriture, vous allez donner du solide, et là, du coup, un microbiote sera de nouveau rébusculé. Et ça se voit encore plus chez les petits poids de naissance qui peut provoquer des risques de diarrhée ou problèmes de santé tout court. Et puis, on s'est demandé aussi, lors de nos études, mais qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce petit poids de naissance? Est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que vous le identifiez comme problème? Et donc, on a mené une enquête auprès de presque 700 éleveurs de chiens et de chats. Une des premières questions qu'on avait, c'était est-ce que vous pesez les nouveau-nés? Et finalement, oui, la réponse est oui, puisque 86% des éleveurs ont répondu qu'ils pèsent systématiquement les chiots et les chatons à la naissance, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais par contre, on était surpris sur la deuxième partie de cette étude. On vous a posé la question, mais finalement, c'est qui pour vous les nouveau-nés à risque? On était surpris parce que finalement, seulement 25% d'entre vous a dit que le petit poids de naissance, ce sont des individus à risque. Et pour vous, la majorité des individus à risque, c'était les chiots et chatons mal formés. Du coup, on s'est besoin des outils, il y a besoin de développer des outils pour pouvoir identifier ces individus à risque plus facilement chez vos chiots et chatons. Et du coup, pour le faire, Amélie Munier a travaillé sur justement établissement des valeurs seuil de poids de naissance et selon les races, selon les espèces.
puisqu'on sait très bien tous que la morphologie des différentes races est très variable, et donc pour avoir les valeurs seuil, il faut s'y prendre par race. Et donc, elle a pu le faire grâce à vos données, en fait, que vous avez partagées auparavant, comme Aurélien vous a expliqué. Elle a pu le faire pour 10 races canines et 15 races félines. Il y a aussi l'OUF et la SCC qui nous ont aidés à faire la pub autour de cette étude qui a permis d'avoir ces données aujourd'hui. Et donc, comment interpréter ces données? Qu'est-ce qu'elle a montré, Amélie? Ben, elle a montré que finalement, il existe trois groupes d'individus selon le risque de mortalité. En rouge, vous voyez les individus avec très faible poids de naissance, avec risque de mortalité majeur, puisque sur l'exemple des OST, on voit que cette mortalité touche 55% des individus. Ensuite, en orange, vous voyez le deuxième groupe des animaux avec faible poids de naissance et le risque de mortalité double par rapport au troisième groupe en vert avec le poids normal. Vous allez me demander peut-être, mais comment trouver ces informations ou qu'est-ce qu'il faut faire pour les trouver? Ben, c'est très simple. En fait, il s'agit d'aller sur notre site internet. Je vais préparer une vidéo qui ne fonctionne pas, sinon c'est pas drôle. Bon, c'est pas grave. Donc, pour le faire, vous allez sur le site internet NeoCare. Sur ce site internet, vous avez l'onglet qui s'appelle Bibliothèque. Dans la bibliothèque, vous allez trouver plusieurs sujets, bien évidemment, mais aussi faible poids de naissance et croissance. Et ensuite, vous choisissez, est-ce que vous êtes intéressé par le chien, par le chat? Et notamment pour le chien, il y a un article de Point vétérinaire de 2020 dans lequel Amélie a décrit ses résultats et notamment vous allez trouver ses valeurs seuil. Et c'est la même chose pour les chats. Donc je vous invite vers voir cette bibliothèque si vous voulez des résultats ou alors on peut vous aussi partager par mail si vous le souhaitez. Mais du coup, on a établi les seuils. Maintenant, on sait identifier ces individus, on sait pourquoi ils sont plus faibles. Mais évidemment, on cherche à trouver des solutions qui vont prévenir ce problème en élevage. Et pour ce faire, dans le cadre de la thèse de Quentin Garrigue, on a travaillé avec la société L'Allemand sur l'utilisation de la levure Saccharomyces boulardii chez les chiennes gestantes en fin de gestation. Et on était intéressé par savoir est-ce que cette stratégie nous permettra de diminuer le risque des petits poids de naissance. Et la réponse est oui. Quentin a observé effectivement une réduction de pourcentage de petits poids de naissance par deux grâce à cette supplémentation maternelle lors de la gestation. Donc, il a observé que les chiennes du groupe placebo avaient systématiquement 23% des petits pois, alors que c'était le cas pour 13% dans le groupe levure. Ce qui est intéressant, c'est que très probablement, ces résultats est lié à l'autre résultat qu'on a observé cette fois-ci sous la mère. On a observé que le microbiote intestinal et le métabolome maternel étaient modifiés grâce à cette levure. Et notamment, on a observé plus de bactéries producteurs des acides gras à chaîne courte et aussi des métabolites qui sont liés à un métabolisme des lipides. Et donc, très probablement, ces fœtus, en fait, sont mieux nourris. Le transfert des lipides se fait de façon plus optimale, qui permet d'avoir une meilleure poids à la naissance. Maintenant, on va passer aux résultats sur la partie croissance de nos études. Vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi travailler sur la croissance? Alors, croissance, c'est quelque chose de magique chez les nouveau-nés, que ce soit les chiots ou bébés ou d'autres espèces encore, puisque ça nous donne beaucoup d'informations. Tout d'abord, c'est un indicateur clé de la santé de façon très générale. Évidemment, un petit qui ne va pas bien, la première chose qui se passe, c'est qu'il s'arrête de s'alimenter correctement. Donc, c'est un indicateur très fort, un indicateur clé. D'autre part, ça nous permet aussi de suivre les apports nutritionnels, c'est-à-dire si on a un retard de croissance, il est très probable que tout simplement le chiot il est sous-nourri et donc il va falloir commencer un allaitement artificiel. Ça nous permet aussi de détecter de manière très précoce des troubles de croissance, notamment des troubles hormonaux, ou encore identifier d'autres causes sous-jacentes, telles que parasitisme ou une anomalie.
Et donc, finalement, c'est très riche, tout ce suivi de poids, et c'est quelque chose qui est fortement recommandé chez les chiots et les chatons au cours de 3 premières semaines de vie, de les peser quotidiennement. Et pour ce faire, évidemment, il faut d'abord identifier les animaux, mais aussi utiliser une balance qui sera adaptée, c'est-à-dire avec une bonne précision d'1 gramme, comme par exemple les balances de cuisine toutes simples. Mais ensuite, nous, notre travail consistait à surtout vous aider à identifier les animaux en retard ou avec les valeurs extrêmes. Donc, il fallait pour ça développer en fait les courbes de croissance des références. Et ça, c'était un travail énorme avec beaucoup de personnes qui ont contribué, et notamment nos thésards préférés, c'est-à-dire Clara, Manon, Thibaut et Karine, puisque vous étiez nombreux à nous partager vos données, et merci encore une fois pour ça, de formes différentes. Donc, c'était des données sur format papier, par mail, photo, donc il y avait de tout. Et première partie du travail constituait à en fait encoder toutes ces données dans le énorme tableau Excel. Ensuite, deuxième partie de l'étude consistait à calculer les valeurs médianes, extrêmes, et tout ça par race, et tout ça par espèce, et tout ça par période, pour arriver à l'image comme vous voyez au milieu de l'écran. Et puis finalement, tout ça pour tracer les courbes de tendance lissées, comme vous voyez à droite, qui décrivent en fait 95% de la population qui sera considérée comme normale. Et du coup, ces courbes de croissance ont été ensuite utilisées pour faire les courbes de croissance des références qui sont actuellement disponibles aux éleveurs canins et félins. Et tout ça grâce à la collaboration énorme qu'on a mis en place avec la société Royal Canin. Ces courbes sont actuellement disponibles pour 119 races canines et 30 races félines de manière gratuite sur Internet. Vous allez trouver des fiches, comme vous voyez ici sur la diapo, spécifiques par race, avec 2 courbes. Première courbe entre 0 et 20 jours, puisque les valeurs sont plus petites, et donc ça nécessite une précision supplémentaire. Et puis, à partir de 21 jours jusqu'à 62 jours sur une autre courbe. Pour les chats, il existe aussi version femelle et mâle, puisque nos travaux ont montré qu'il y a en fait différences statistiques entre les courbes de croissance selon le sexe chez la race féline, mais uniquement féline. Et puis, vous pouvez utiliser ces courbes pour tracer tout simplement le poids quotidiennement et voir est-ce que ça suit la tendance ou pas. Comme ici sur l'exemple, vous voyez que ça dévie vers le bas. Et donc, évidemment, ça en alerte puisqu'on est dans le cadre de retard de croissance. Donc, je voulais partager avec vous les courbes qu'on a suivies pour nos chiots au sein de la Toulouse Gold Cohort, donc les chiots Golden, très récemment. À gauche, vous voyez un chiot qui démarre assez bas finalement sous la courbe. Donc, il est plutôt considéré comme le petit poids de naissance. Mais finalement, si vous tracez les données tous les jours, bah, finalement, il tient bien puisqu'il suit bien sa courbe, il ne dévie pas trop. En revanche, à droite, vous voyez un chiot qui a démarré plutôt avec une bon poids de naissance. Mais par contre, si vous regardez comment ça se déroule par la suite, bah, on voit que finalement, il ne suit pas trop la ligne au-dessus là, mais il descend de 2 lignes. Donc c'est un cas un peu plus complexe, on va dire. Et la question se pose, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il faut le supplémenter? Ou qu'est-ce qui se passe avec ce chiot? Donc c'est un premier signe d'alerte qu'il faut s'intéresser en particulier à cet individu-là. Et évidemment, quand vous allez trouver des individus critiques comme ceux-ci, bah, vous devriez même s'intéresser encore plus à eux et les surveiller de plus près, puisque c'est eux qui vont être à risque accru de mortalité. Et tout ceci au travers de plusieurs outils qu'on a mis en place avec des valeurs seuil au cours de ces dernières années. Donc, à part la croissance, il y a la glycémie, la température rectale ou encore la densité urinaire qui vous permettent d'identifier les chiots hypoglycémiques, hypothermes ou déshydratés. Et pour ça, on a établi des valeurs seuil que vous voyez sur la diapo. Donc, chez les chiots, selon les études, la glycémie, elle va être définie à 70 mg par décilitre, l'hypothermie à 35 degrés ou encore déshydratation par densité urinaire à plus de 1,030.
Et donc, ça, c'est des valeurs qui sont importantes, mais c'est surtout vos vétérinaires pour qui ça va être intéressant de les connaître, puisque pour faire tous ces examens complémentaires, il va falloir collaborer avec votre vétérinaire préféré, qui va ensuite vous aider aussi à stabiliser ces nouveau-nés. Et puis, très souvent, chez ces chiots-là, on va être mené à gérer l'alimentation artificielle. Et pour ça, on a travaillé ces dernières années aussi sur les outils pratiques. Comment décider, en fait, est-ce qu'il y a besoin de cette alimentation artificielle ou pas? Comment faire étape par étape, puisque il y a quand même des choses à vérifier avant de se lancer, comme par exemple température rectale, les réflexes du succion. Et tout ceci vous aidera à définir par quelle méthode, en fait, vous allez donner du lait artificiel à votre nouveau-lait. Donc ça, c'est un des outils développés dans le cadre de thèse de Karl Laurent qui sont disponibles. Quoi, cet algorithme est disponible dans sa thèse qui est disponible elle-même dans la bibliothèque Neoker. C'est un des algorithmes puisqu'il en a fait plusieurs. Et Karl a aussi travaillé sur les vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube qui vous permettent de choisir la meilleure solution, donc le colostrum pratique, de préparer le lait de façon correcte ou encore de réaliser un sondage orogastrique du nouveau-né. Donc, je vous invite à consulter ces vidéos sur notre chaîne YouTube si ça peut vous intéresser. Et puis, on va partir sur la dernière partie des résultats, sur la colonisation de tubes digestifs ou le microbiote, très populaire ces derniers temps. Donc, on s'intéresse aussi à ces microbiotes chez les chiots. C'est vrai que on dit que le nouveau-né est né plutôt stérile et finalement, une grosse partie de colonisation se fait après la naissance puisqu'il va être exposé à tous ces microbes qui sont autour de lui. Et donc, ces microbes vont s'attacher à la paroi intestinale, ils vont coloniser en fait son tube digestif et ce microbiote va ensuite avoir des fonctions vraiment vitales pour le hôte. Tout d'abord, le rôle nutritionnel. Donc, chez le nouveau-né, ce microbiote, il va contribuer à digérer le lait, mais aussi produire des vitamines clés comme vitamine de groupe B ou vitamine K. Et puis, il va avoir aussi un rôle immunitaire très important, puisque c'est lui qui va stimuler l'intestin à produire des IgA. Il va former la barrière intestinale qui va protéger des infections. Il va aussi contribuer à développer la tolérance immunitaire, c'est-à-dire reconnaître quels sont les pathogènes, quelles sont les bactéries bénéfiques, et la même chose pour tout ce qui va consommer le nouveau-né. Et puis, il va aussi faire une concurrence aux pathogènes. Donc, ce microbiote étant très important, évidemment, on s'est intéressé à savoir mais comment il se met en place et qu'est-ce qui va influencer en fait cette mise en place chez le nouveau-né. Chez le chiot, on sait que le premier microbiote qui va s'installer dans l'intestin provient de la mère. Ça va être au cours de la mise bas, notamment via la fleur virginale, via la fleur fécale. Ensuite, la chienne, elle va lécher le chiot. Donc, c'est aussi la flore buccale qui va contribuer au développement de ces microbiotes. Ou encore, ils vont être en contact physique avec la mère. Donc, c'est la flore cutanée aussi qui va constituer ces microbiotes. Et bien sûr, via le colostrum qui va ingérer dans son tube digestif. Puis, il y a autres facteurs aussi, autres microbes, notamment ceux de l'environnement, soit de l'élevage, soit de cabinet vétérinaire, si c'est une césarienne. Ou encore le lait artificiel, si vous utilisez. Ou encore vous, les éleveurs ou les vétérinaires. Ça dépend qui va avoir contact en premier avec ces chiots nouveau-nés. Tout ceci va avoir influence et il va contribuer au développement de cette flore intestinale chez le nouveau-né. Et puis, on va avoir beaucoup d'évolution dynamique de ces microbiotes. Donc, à 2 jours d'âge, vous voyez une grosse bulle verte, puisque ce microbiote va être dominé par un type de bactérie en particulier. Et après, vous voyez qu'en fait, ces bulles diminuent en taille et se multiplient, puisqu'il y a d'autres bactéries qui s'installent petit à petit, et donc ça devient un petit peu plus stable. Et on considère que quelque part à 8 semaines d'âge, le chiot, le chaton, va avoir déjà une fleur assez stable à ces moments-là.
Et lors de nos études, on s'est intéressé finalement qu'est-ce qui va faire que le chiot va développer un bon ou un mauvais microbiote et comment ça peut impacter son devenir, sa santé. Et donc tout d'abord, on s'intéressait au microbiote de la mère, celui-là de vagin, et on a démontré que finalement, on a trois catégories de femelles, trois clusters, et notamment en bleu, vous voyez des femelles qui possèdent dans leur microbiote vaginal beaucoup plus de bactéries de type Escherichia coli, juste après la mise bas. Et on a découvert, c'était assez surprenant comme résultat, que finalement, ces chiennes-là, bah, c'est eux qui vont avoir beaucoup plus de mortalité néonatale au sein de leur portée par rapport à d'autres chiennes. Ce qui montre bien qu'il y a un lien entre ce microbiote vaginal et le devenir des chiots. Et puis ces chiots-là même, qui meurent au cours des premières semaines de vie, bah, ce sont eux qui vont coloniser leur tube digestif, surtout avec des enterobactériacées, avec des bactéries de type E. coli ou autres encore qui sont pathogènes, et beaucoup moins de bactéries bénéfiques que vous voyez en bas de notre diapo. Et donc, comment faire maintenant pour optimiser cette mise en place de microbiote intestinal? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les bonnes pratiques en fait de l'installation de microbiote optimal pour le nouveau-né? Bah, ça se joue en fait déjà au moment de mise à la reproduction, puisque via la sélection de la femelle. Tout d'abord, il faut éviter que la chienne peut être une source des pathogènes, notamment si vous avez des femelles qui ont des infections chroniques, type otite, gingivite, vaginite. Bah, évidemment, il faut mieux écarter ces femelles puisqu'elles vont passer cette mauvaise flore aussi au nouveau-né. Et autre chose, ces chiennes devraient être plutôt des bonnes mères, puisqu'on a vu que léchage par la mère, bah, c'est un facteur important pour la mise en place des microbiotes. Et troisième chose sur la sélection, bah, éviter de répéter les césariennes chez les chiennes, puisque bah, les chiots issus des césariennes vont avoir un microbiote bien différent dès le démarrage par rapport aux chiots qui sont nés par la voie basse, par la mise bas naturelle. Et donc, promouvoir la mise bas naturelle, c'est beaucoup mieux pour le microbiote des nouveau-nés. Puis, éviter les antibiotiques. Bien évidemment, les antibiotiques vont tuer toutes les bactéries, les bonnes et les mauvaises. Et donc, ce n'est pas le bon démarrage pour le nouveau-né à ce moment-là. Contrôler la prise du lait et du colostrum, puisqu'on a vu que le colostrum, c'est une première source des bactéries pour le tube digestif du nouveau-né, mais c'est aussi une source des oligosaccharides, des prébiotiques naturels pour ce microbiote même. Et donc, c'est vraiment optimal si on peut donner du lait ou du colostrum maternel. Et finalement, pensez aussi à bien nourrir vos chiennes et puis aux chiots aussi au moment de sevrage avec la nourriture de la bonne qualité. Pour finir, on peut aussi utiliser des supplémentations pour améliorer ce microbiote intestinal. Et c'est sur ce point-là que je vais finir, puisque nous avons pu travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la Société de l'Allemand, sur l'utilisation de Saccharomyces boulardii chez les femelles en fin de gestation. Et nous avons montré l'effet bénéfique de cette supplémentation pour la santé du nouveau-né. On a modifié le microbiote maternel, on a modifié le métabolome maternel et composition du lait grâce à cette supplémentation. Et tout ceci a influencé finalement la santé néonatale. Et parmi les poids de naissance, à part les poids de naissance, aussi la croissance du nouveau-né, son microbiote et son métabolome. Et je vais vous montrer juste un graphique en plus par rapport à ça qui est très intéressant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la levure a permis de réduire par 2 le nombre de petits pois de naissance au sein de la portée, mais aussi, si vous voyez à droite, ça a modifié la croissance plus tard des chiots, après la naissance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas augmenté cette croissance, mais on a diminué les valeurs extrêmes et on a rendu en fait cette croissance beaucoup plus homogène par rapport au groupe placebo où on a des valeurs très variables selon les chiots. Donc, ça a intérêt non seulement pour le poids de naissance, mais aussi pour la croissance et la santé de façon générale de nouveau-nés. Dans cette partie suivante de notre exposé, de notre webinaire, je voulais vous dire quelques informations par rapport à la période néonatale et son importance non seulement
pour la période 0,2 mois, mais aussi à la santé à long terme. Donc, je vais commencer par vous introduire un constat de médecine humaine. Ces derniers temps, on considère que les 1000 premiers jours de vie des nouveau-nés, c'est vraiment quelque chose de crucial pour leur avenir jusqu'à l'âge adulte. On considère maintenant que tout ce qui va se passer pendant la gestation et au cours de 2 premières années de vie va avoir un impact sur la santé et notamment le développement des maladies à l'âge adulte, maladies chroniques. Et c'est quelque chose que nous, on aimerait poursuivre dans nos travaux de recherche dans les prochaines années et se concentrer sur cette période clé de la vie du chiot et son influence sur la santé à court et long terme. Sauf que chez les chiots, on ne va pas parler de 1000 premiers jours, mais plutôt 120 premiers jours, qui englobent les 2 mois de gestation et 2 premiers mois de vie. Et donc, ça tombe bien, puisque toute cette période se passe chez vous comme ils sont encore en élevage. Donc, vous avez vraiment un rôle clé à jouer, non seulement pour les garder en vie, mais aussi pour les garder en bonne santé et jusqu'à l'âge adulte. Mais ces phénomènes nécessitent encore de compréhension dans l'espèce canine, puisqu'on sait très peu. On sait quand même quelque chose, notamment on a démontré au travers de thèses de Fanny Sellard qu'il existe un lien entre le petit poids de naissance et l'obésité à l'âge adulte. Donc Fanny a pu travailler sur les données du CESECA, c'est un centre, c'est un élevage national des chiens guidés aveugles qui a partagé ces données sur la race Labrador qui ont été suivis entre la naissance et l'âge adulte. Et ce qui est intéressant, c'est que ces petits poids de naissance qu'on a décrit tout à l'heure, ils ont 70% de risque de développer un surpoids ou l'obésité à l'âge adulte versus 47% chez les individus avec le poids normal. Donc évidemment, c'est énorme déjà 47%, mais c'est quand même beaucoup moins que pour les petits poids de naissance. Et je voulais juste surligner qu'évidemment, petit poids de naissance, c'est un des facteurs parmi les autres. Et puis, notamment, l'âge et stérilisation sont sortis aussi comme des facteurs clés pour le développement de l'obésité. Et donc, pour comprendre mieux ces phénomènes et qu'est-ce qui se passe, quel est le lien entre le développement au cours de 2 premiers mois de vie et le développement des maladies chroniques à l'âge adulte, nous allons maintenant mener plusieurs études. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pendant cette période clé sur le microbiote intestinal, quel est le rôle de lait, quel est le développement d'immunité ou inflammation, quel est le lien entre cette période et obésité maternelle ou encore comportement maternel. Pour ça, on envisage de faire des collaborations avec Vedagrosup et l'équipe de CEREC, avec le laboratoire IRSD ici sur Toulouse, encore avec GA Lab à Texas. Et on va s'intéresser aux 3 phénomènes, 3 maladies assez fréquentes chez les chiens, telles que entéropathie chronique, dermatite atopique ou obésité. Et pour ce faire, on a envisagé plusieurs projets de recherche dans le cadre de thèses de Chloé Chauvel, dans le cadre des résidences de Collège européenne de Julia Landi, dans le cadre des travaux de notre nouveau collègue, Zaïd Tahir, qui est maître de conférence de reproduction à partir de cette année ici à l'École vétérinaire de Toulouse. Et au travers du travail du postdoc, on a un cours qui est un cours de recrutement. Donc, on va faire ces études, on va les faire aussi grâce à la Fondation Visio qui nous a aidé à mettre en place la Toulouse Gold Cohort. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer qu'est-ce que c'est la Toulouse Gold Cohort. Donc, cette cohorte a triple objectif. On mène de la recherche non invasive au sein de nos Golden, mais on fait aussi de l'enseignement auprès des étudiants vétérinaires pour leur montrer qu'est-ce que c'est chienne en fin de gestation, comment se déroule une mise bas normale, comment il faut s'occuper d'un chien nouveau-né. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour qu'ils comprennent les thématiques que vous avez au sein de vos élevages et on essaie de le faire au travers de cette cohorte. Et puis, c'est aussi un objectif sociétal puisque nos chiots, certains parmi eux, vont être éduqués pour devenir chiens d'assistance
Et ceci se fait au travers de collaborations avec différentes associations des chiens d'assistance. Et comment cela fonctionne en quelques mots? Donc, on n'a pas de chenilles ici. En fait, on a des chiennes reproductrices, mais qui sont logées dans les familles classiques et qui sont, entre guillemets, mobilisées en moment de chaleur, et qui viennent pour être suivies. On fait suivi des chaleurs classiques, en fait. Et ensuite, en fin de gestation, elles vont arriver ici à la maternité canine au sein de l'école vétérinaire. Et à ce moment-là, on va suivre les mamans et aussi les chiots jusqu'à l'âge de 2 mois. À partir de mois, tout le monde va partir. Les chiennes vont retrouver dans leur famille. Les chiots vont être adoptés par les familles d'accueil, d'adoption ou élevage, selon le devenir du chiot. Et puis, à ce moment-là, ils vont être suivis en forme de consultation de médecine préventive. Ils vont revenir en fait en clinique pour faire une consultation et caractériser leur santé et aussi faire quelques prélèvements. Alors, on fait des prélèvements non invasifs qui nous permettent de caractériser ce qui se passe de façon plus mécanistique sur ces individus-là. Et on a actuellement à peu près 9800 échantillons. Et on caractérise bien évidemment leur santé. Donc on fait ça au travers des données cliniques et on a actuellement à peu près 600 variables différentes qui décrivent ces chiots. Et au total, actuellement, on est à 24 portées de nez au sein de notre cohorte avec 157 chiots au total. Donc on a fini la partie résultats de nos recherches et maintenant quelques mots de conclusion. Alors pour finir, tout ce travail, ces 10 dernières années, nous ont permis de faire plusieurs réalisations. Tout d'abord, des productions écrites. Cela nous a permis de rédiger et publier 53 articles qui sont soumis à un comité qui évalue la qualité de notre travail et disponible en anglais, principalement pour les chercheurs. Mais on a publié aussi 83 articles en français qui sont destinés aux éleveurs et aux vétérinaires. On a contribué à la rédaction de 7 ouvrages, pareil pour les vétérinaires, pour les éleveurs, et on était co-auteur de 2 brevets. Ensuite, on était beaucoup présent aussi au congrès avec des communications. Sans cette invitation au congrès, qui montre qu'on est assez reconnu dans le domaine, on a donné 87 communications orales au congrès avec les résultats de nos recherches et 65 posters. Et puis pour finir aussi les mémoires de nos étudiants. Donc 102 thèses vétérinaires ont été encadrées et soutenues au sein de NeoCare, 4 masters, 4 thèses universitaires et 2 HDR, dont le mien très récemment. Et puis, il y a la science, mais il y a aussi le terrain. Et on tient particulièrement à cœur que nos travaux de recherche sont transmis auprès des acteurs principaux, les éleveurs et les vétérinaires et tous les professionnels du domaine. Et ça, on fait au travers de plusieurs manifestations, plusieurs actions. On le fait via les formations, guides et livres, des posters, sites internet avec la bibliothèque que je vous ai mentionné tout à l'heure, via les vidéos sur la chaîne YouTube ou encore de plusieurs outils qui ont été développés, comme par exemple les outils pour la visite sanitaire de locaux de votre élevage. Et juste exemple de formation qu'on va mener l'année prochaine, toute nouvelle, qui est destinée plutôt aux vétérinaires d'élevage. Elle va se dérouler au mois de mai, ici à l'école vétérinaire de Toulouse. Elle portera sur la visite sanitaire et les bonnes pratiques en élevage des chiens et des chats. Donc au programme, il y a quoi? Il y a un programme en fait assez pratique avec des approches pratiques pour mieux comprendre les problèmes en élevage, les grands syndromes en élevage, comment réaliser une visite sanitaire et comment faire une autopsie néonatale. Donc si vos vétérinaires peuvent être intéressés par cette formation, n'hésitez pas à partager cette information. On serait ravis à travailler avec vous et avec eux. Donc j'espère que je vous ai montré qu'on était assez prolifique au cours de ces dernières années avec plusieurs études qu'on a menées, mais tout ça dans le but de transmettre en fait les connaissances auprès des acteurs principaux. Et tout ça nous a permis de créer le réseau des éleveurs, des vétérinaires, et
ce réseau, en fait, il est très important puisqu'il permettra de nouveau lancer de nouvelles études et en fait, la boucle n'est jamais bouclée. On va continuer et tout ça pour améliorer la santé de vos chiots et chatons et à long terme, on espère réduire cette mortalité néonatale. Pour finir, j'aimerais juste quelques mots de remerciement de tous les élèves qui ont participé à nos études, de l'équipe, quoi. Je voulais remercier l'équipe, l'ancienne équipe, équipe actuelle, les étudiants, de nombreux étudiants qui ont contribué à ces travaux, comme vous avez pu voir lors de la présentation, à tous les collaborateurs et à tous les financeurs de ces travaux. Et sans vous, ça sera juste pas possible. Donc, un grand merci pour vous tous. Si vous voulez encore plus d'informations, plus de publications, n'hésitez pas à rejoindre notre réseau pour rester informé sur tout ce qu'on fait.